Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver. On va faire un petit rebrief par rapport à ce qui a pu être dit ces derniers jours. Petite mise à jour encore une fois, même si je vais un peu spoiler la conclusion, on est toujours sur des zones où la patience me semble quand même être la plus rationnelle des décisions, même si encore une fois dans ces contextes de range avec beaucoup de tension, des sentiments qui oscillent entre positifs, négatifs, c'est là effectivement qu'on a énormément de mal. Donc le message du jour va être simplement encore une fois, choisissez un camp qui soit haussier ou baissier, en fait peu importe. Ce qui est important c'est que vous travaillez au moment où c'est votre timing. Donc ce sera un peu le message du jour. Je vais essayer donc comme d'hab de faire un petit peu retour sur ce qui a été fait hier, voir un peu ce que je peux vous proposer aujourd'hui en termes de gestion du risque. Mais essayez comme toujours de glisser un petit message éducatif au milieu de tout ça. Le message du jour étant donc clairement celui-là. Attention encore une fois aux biais de persuasion, d'essayer de se dire je veux avoir raison, voilà, tout ça, ça sert à rien. C'est des biais qui servent en fait à contrôler l'incertitude. Donc bien comprendre, on a fait l'émission sur l'incertitude, c'est la raison pour laquelle je fais ces séries éducatives, comme ça du coup je peux vraiment me reposer sur ces choses-là en disant vous les avez vues, vous les avez comprises. Donc bien comprendre que quand vous êtes sous le coup du biais d'incertitude, comment fait l'humain pour réagir de manière logique à ça, en sachant que c'est un biais irrationnel, donc comme on l'a dit, en fait, le problème en lui-même n'existe pas, mais comme vous n'en êtes pas conscient, que ce sont des processus inconscients qui amènent ce stress, vous essayez d'y répondre de manière consciente. Ce qu'on fait quand on est sous le coup du biais d'incertitude, c'est qu'on essaye de comprendre. Donc en fait, on essaie de tout faire, on essaye d'avoir raison. Voilà, c'est toutes les manières qu'utilisent les humains pour contrecarrer de manière complètement stupide un biais donc qu'il faut juste combattre, mais en l'anesthésiant, pas en essayant de se battre contre. Donc le principe, c'est, voilà, par exemple, là, ici, on est typiquement dans ce genre de truc, la bataille entre boules et bears. En fait, un trader n'en a rien à branler de la bataille. C'est juste de dire, un trader ici, il a choisi un camp. Soit il imagine une poursuite baissière, soit il va payer le support. Mais tant qu'on est dans le range, personne n'a tort, personne n'a raison, et on s'en fout. Là, dire « Ah, les autres ont tort, les autres ont... » Non, en fait, tout est possible, il suffit juste de le faire au bon moment. Et c'est justement pour ça, d'ailleurs, que commencer à trader dans les ranges, ça aide en soi à combattre le biais d'incertitude. C'est là où l'environnement d'incertitude est le plus élevé, mais en réalité, il suffit juste d'avoir fait un choix et de s'y tenir. Et apprendre que dans votre psychologie, avoir tort ou avoir raison ne fait pas partie du processus de spéculation. On s'en fout. C'est une résultante. Avoir tort ou avoir raison, ce n'est pas une variable. Donc, vous ne devez pas chercher à avoir tort ou avoir raison. Ça, c'est ce que vous obtenez à la fin. Avoir tort égale petite perte autant que faire se peut, voire carrément des fois pas de perte. Avoir raison doit conditionner un gain. Et c'est simplement basé sur ça. Donc attention à ne pas et à ne jamais rentrer dans ces notions de dire à quelqu'un qu'il a tort. Non, la seule chose que vous pouvez faire à quelqu'un qui n'est pas d'accord avec vous, c'est lui dire que il faut qu'il attende son timing. Si vous intervenez sur un marché à l'achat, il est normalement impossible qu'une personne intervienne à la vente au même moment sur un time frame équivalent. Ou alors il y en a un des deux qui fait pas son job. Donc c'est clairement ça qu'il faut comprendre. Okay, normalement, le trading dans un range, c'est juste chacun son tour. Et les forces vont plus ou moins s'équilibrer tant qu'on est dans le range, jusqu'à ce qu'elles se déséquilibrent et qu'on en sorte. Et là, il y en a un qui aura tort et un qui aura raison. Normalement, celui qui a tort coupe ses positions, celui qui a raison récupère un gain. Donc, c'est vraiment comme ça qu'il faut que vous arriviez à voir le marché. Bref, on va, ceci dit, y aller quand même à ce marché et voir un peu ce que je peux vous trouver aujourd'hui. D'abord, contexte rapide, on revient sur la séance d'hier. Comme d'hab, là, je sors tout d'un coup pour vous montrer. Donc, côté taux, ça bouge pas. Côté marché corrélé, on va parler aujourd'hui du Nikkei parce qu'il me paraît très intéressant. Mais on voit donc pas de rebond sensible pour l'instant sur la partie européenne. Le VIX continue de se maintenir dans cette zone où, voilà, on a bien l'impression que ce qui nous attend, c'est soit, bon, allez, c'est bon, tout le monde se détend, on repart et on va clôturer le gap de la réouverture de la nouvelle échéance. Ou tout simplement, à ce stade-là, ça part en couille, un peu comme la version précédente, où d'un coup on envoie des grosses mèches hautes, mais comme là on déportera des résistances, on a vu que les prochaines sont quand même relativement loin dans la zone des 50-60, c'est-à-dire que là, par là, ça pique un peu, quoi. Voilà. Hier, évidemment, le sentiment passe sous les 50, 46, donc encore une fois, il y a beaucoup de place hein, entre 46 et 25, qui me semble quand même l'extrême maximum où on aura peu de chances d'aller, et même si on y allait, je pense que ça resterait des opportunités. Maintenant, je maintiens, pour moi, les achats ne pouvaient se faire que sous 50, donc là, on est toujours sur le support. Ça, pour ceux par exemple qui ont des biais acheteurs, ça peut être un élément technique, de dire ok, on arrive dans des zones toujours un peu neutres, mais sous un sentiment 50, et on est toujours théoriquement sur des zones de support. Donc là, ça peut aider par exemple les acheteurs qui ont une conviction forte. Donc quand on voit la tronche de la séance d'hier, ça donne pas franchement envie d'acheter. En tout cas, on dirait que c'est la contrepartie des séances
un petit peu rocambolesques haussières qu'on a eu il y a 2 jours et qui m'ont mis un peu le doute personnellement à me dire ah, c'est pas normal que ça réagisse comme ça. On avait tenté un breakout il y a 2 jours, il y a eu un échec, enfin il y a 3 jours du coup, c'était lundi. Des réponses relativement fermement haussières, avec très peu de volatilité, qui laissaient à penser oh, la plunge protection team est encore au travail, etc. Au final, bah non, puisque donc hier, une séance qui remet complètement ça en cause, clôture sous le plus bas du jour précédent, c'est moche, moche, moche. Et aujourd'hui, donc, la grande question. En fait, on a tenté un rebond, on a eu une forte réponse vendeuse hier. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Est-ce qu'on va se diriger vers les zones où les accumulations vont commencer à se pondérer dans un sens plus que dans l'autre? Autrement dit, les ranges étant matures, il y a un moment donné où on va sortir. Bien comprendre que le temps est une variable dans le trading et il met la pression. Il augmente la tension, il augmente le stress. On peut difficilement rester longtemps sur une même zone dans le trading à cause des biais d'impatience de tous les opérateurs de marché. Donc au bout d'un moment, même si on va pricer un truc qui est un peu nul, on s'en fout, on va pricer quand même pour essayer de se barrer de la zone. Donc toute la question est maintenant, de quel côté on va breaker? Qui va réussir à l'emporter sur la contrepartie opposée? Donc on va essayer de voir les graphiques là-dessus. D'un point de vue lecture corrélée, là franchement, on n'a aucune information, puisque donc toujours pas de mouvement du côté obligataire qui permettrait d'orienter le truc. Le yen veut toujours pas bouger, c'est pour ça qu'on va regarder le Nikkei ce matin. Côté Fear and Greed, on passe légèrement, donc comme on l'a vu dans la partie négative, mais on n'a pas encore de vrais gros mouvements de prix qui permettent de suivre ce sentiment. Autrement dit, le sentiment se dégrade, les marchés évoluent dans des légers canaux baissiers, mais on n'en sort ni par le haut ni par le bas. Donc c'est une légère glissade baissière, mais attention, on peut très bien sortir par le haut de ces canaux et dire ok c'est terminé, consolidation finie, le support a juste été légèrement transpercé, puis on le reprend et terminé. Voilà. Alors on va essayer de répondre à cette question en regardant nos graphiques. Ok, alors donc sur la partie Nikkei, d'abord contextualisons un peu le truc parce que c'est pas un actif qu'on analyse souvent, même j'ai pas mémoire qu'on l'ait déjà fait ici. Et du coup, voilà, alors je prends mes petites flèches, donc bien comprendre qu'ici je me mets un très large spectre et on manque un peu d'historique sur ce contrat-là, mais voilà, le principe ici pour moi ça va être de comprendre, donc on a bien ici un cycle de tendance, au moins sur le canal de tendance, hein. Bon, sur le contexte ça manque d'historique pour pouvoir contextualiser tout ça. On voit bien ici donc une zone de troisième borne de range qui avait été à replacer ici, hein, donc un niveau technique très puissant à utiliser pour le futur, qui a donc été ici débordé avec un ratio d'1 pour 1, d'accord, donc ça c'est une pattern, qui est replié et racheté. Et normalement ici on est supposé donc continuer la tendance. Et là, aïe, malheureusement c'est là que le Covid arrive. Donc là on a un repli avorté, mais en soi ça reste 2 vagues de hausse qui constituent un support ascendant. J'ai pas l'impression que le Nikkei soit bear. Mais la grande question qu'on a ici, c'est est-ce qu'il faut payer le franchissement de la résistance dans le contexte qu'on connaît actuellement? J'ai pas l'impression que ce soit le cas. J'ai plutôt l'impression que là aussi un petit repli va se mettre en place, mais qu'il faudra en profiter. Donc il y a des opportunités acheteuses sur cet actif-là, sur des UT inférieures. Mais la question c'est surtout comment expliquer cette superbe tenue de cet indice alors que tous ses collègues se sont pris des patates ces dernières semaines. Et c'est ça où pour moi la question est assez complexe à gérer. Et du coup, ben voilà, moi je cherche à voir et à comprendre, des structures, pas à comprendre le marché, mais à comprendre les structures de marché qui peuvent amener ce genre de truc. Je note clairement que l'USD-Yen réagit de façon un peu bizarre et que ça aurait dû surtout mettre la pression sur le Nikkei, alors que lui, au contraire, comparé à tous ses potes, n'a absolument pas bougé. Autrement dit, ici, il y a un effet de corrélation très bizarre qui ne réagit pas du tout comme il est supposé le faire. Donc ici, il faut bien comprendre que ça veut dire qu'il y a forcément quelque chose qui impacte, parce que les autres marchés ayant pris des mouvements significatifs, le Nikkei, lui, n'a même pas réussi en soi à tenir une clôture sous ses supports précédents. À ce stade-là, on est toujours dans la partie supérieure du range, ce qui est quand même assez impressionnant. Alors que tous les autres se sont pris des gadins, genre -5 en Europe, et Wall Street, ça a quand même bien baissé sur certains secteurs. Donc ici, ce que je note tout de suite, c'est de dire, ok, bon, donc déjà, effectivement, il va falloir contextualiser tout ça sur l'UT supérieur, mais comme on l'a vu, on l'a déjà fait, c'est qu'on est un petit peu bloqué sous une oblique d'anciens sommets et de sommets post-Covid, qui là, évidemment, n'est pas fait de nouveau plus haut. Vous allez comprendre qu'en 2020, les indices américains s'étaient offerts, en 2019, s'étaient offerts largement de nouveaux plus hauts, ce qui n'avait pas été le cas sur le Nikkei. Donc le Nikkei, dans sa structure, il est 2 creux et sommets descendants, avec le bottom Covid qu'on a fait ici, et on est aujourd'hui en train de remonter. On a une structure en W, donc il y a une structure de range mature, et on peut tout à fait à ce stade-là reprendre des tendances haussières sur cet actif-là. La question étant simplement, est-ce qu'on paye sous la résistance pour anticiper le breakout? C'est ce qui me paraît compliqué, et c'est ce que je vois ici sur ce squeeze, puisque donc on cherchait la réponse à cette question. Pour moi, le daily est clairement le time frame sur lequel cette crispation
se caractérise. Puisque ici, on voit bien donc la reprise, mouvement baissier très catalysé, hop, on revient, on réinstalle les mêmes tendances haussières complètement pernicieuses qu'on a vues sur tous les actifs, tendance baissière, tendance haussière, hein, donc toujours typique du fait qu'il y a des ranges sur les UT supérieures, ça c'est clair. Là, on a vu que ces ranges étaient matures, donc la question c'est est-ce qu'on se replie? Est-ce que ce squeeze va causer de la volatilité baissière avant à terme, je pense, une sortie haussière? Ou est-ce que tout simplement ce squeeze est le précurseur de la sortie haussière? C'est la raison pour laquelle, moi, ce squeeze, je pense qu'il ne faut pas le trader de manière très agressive, surtout pas sur ce time frame daily, mais bien le message que j'ai envoyé ce matin dans le Discord, et donc le petit contenu pédagogique aussi du jour, bien comprendre qu'un squeeze traduit de l'incertitude. L'incertitude traduit surtout normalement des ranges sur les UT inférieures. Donc ce qui est intéressant, ça va être de regarder à mon sens ce qui se passe sur les UT inférieures et chercher des accumulations. Parce que c'est là où très probablement on va pouvoir orienter la probabilité de sortie haussière ou baissière, mais dans des trades en breakout. Là il s'agit bien donc de trader des breakouts en étant conscient que dans une situation de squeeze, on peut très bien avoir des fausses sorties. Autrement dit, c'est pas parce que ça break dans un sens qu'il faudra se laisser porter par une tendance garantie. Mais par contre, normalement, les breakouts réalisent très bien leurs premiers objectifs et c'est après, selon la réaction sur ces objectifs, qu'on va éventuellement renverser complètement la pression et partir dans l'autre sens, ou au contraire installer des tendances. Bon, je suis peut-être un petit peu trop complexe pour ceux qui ne connaissent pas ces contextes, mais typiquement, on va sur les time frames inférieurs et on recherche des ranges matures, pour essayer de voir s'il y a des structures d'accumulation qui se mettent éventuellement en place. Et là, moi, clairement, c'est ce que je vois ici sur ces time frames horaires et 4 heures, puisqu'on a donc ici un mouvement haussier assez mature, une zone qui pourrait certes jouer son support, on a bien ici une moyenne acheteuse, le problème c'est, ah merde, la moyenne était vendeuse avant, donc évidemment typique de range. Donc là, dans ces situations-là, moi j'ai plutôt tendance à dire, ouïe, c'est justement le truc où tout le monde va jouer le fameux trend follow, et puis si ça passe pas, c'est là qu'on va installer une rupture très brutale des prix, celle qu'ont fait ses collègues en fait. Donc j'ai l'impression que le Nikkei il est juste un peu en retard, mais que c'est lui qui va nous décider si on en a fini avec les baisses, c'est-à-dire sortie haussière du Nikkei et marquage de points bas sur l'ensemble des autres indices, ou si au contraire il traîne un peu la patte pour nous délivrer tout d'un coup en rupture de sa moyenne, et autrement dit ici on a déjà des prépondérances qui tendent à penser que les volontés sont baissières. Autrement dit, les seules fois où on a l'algo qui a détecté des cassures de cycle pour l'instant, sont des cassures de cycle vers le sud. Maintenant, pour l'instant, tout comme on l'a vu les derniers jours sur le Nasdaq, cette accélération baissière n'a pas donné lieu à un breakout sur le Nikkei. Au contraire, elle a donné lieu à une borne de range. Et cette borne de range, elle est maintenant en range mature. On est à la 5e vague et peut-être bientôt la 6e si on revient se positionner ici. Donc moi, toute la question est de savoir, est-ce que le Nikkei est en train d'accumuler sur son time frame horaire et 4 heures, et si oui, dans quel sens la sortie va se faire? Parce que là, si ici, on a paiement du canal de tendance, en fait, je vais vous mettre en horaire, parce que c'est là que ça se passe. Donc c'est ici qu'on a un range mature, donc c'est ici que l'accumulation se produit. Ok? Vous savez ce que c'est qu'une accumulation. Une accumulation, c'est un range mature, d'accord? Normalement, les moyennes doivent se situer à l'intérieur des contextes. On est vraiment en train d'accumuler la valeur pour la partir dans un sens ou dans l'autre. La moyenne va donc derrière soit partir au sud avec les prix, soit se réactiver au nord, etc. Bref, on a donc notre range mature, donc 4 bornes et plus. Là, on en a 5. Et tout se décide après sur le canal de tendance. Normalement, la prise de parti des investisseurs, dans un sens ou dans l'autre, va se faire sur le canal de tendance. Et normalement, ceux qui vont gagner cette partie vont rejeter le canal de tendance au contexte plusieurs fois avant de réussir à accélérer à travers les deux. Et en cassant évidemment la trendline visible de cette structure de range. Ça, ce serait le scénario rupture haussière. D'accord? Le scénario baissier serait « Oh merde, le nickel retourne en bas et fait la même chose ». C'est-à-dire, soit ici, il rompt la trendline de support, immédiatement, soit il rebondit, mais à chaque fois qu'il rebondit, il n'arrive pas à déborder le canal de tendance, qui le repousse systématiquement vers le contexte, jusqu'à ce que la rupture se mette en place. Il faut bien comprendre qu'à ce stade-là, le range est mature, sa structure est visible et connue de tous. Je vous invite maintenant à être très attentif sur le Nikkei. Donc voilà, c'est plus de dire, comme d'hab, quand les marchés sont très hésitants, qu'ils envoient des signaux extrêmement mitigés et que j'ai du mal à voir les planètes s'aligner, ça ne veut pas dire qu'elles doivent s'aligner, ça veut juste dire que l'information est peut-être cachée ailleurs. Il me semble qu'aujourd'hui, je cherchais à comprendre le raisonnement sur le Nikkei, sur l'USD Yen qui me semblait un petit peu à contre-courant des réactions indicielles. J'ai clairement trouvé la source de tout ça. Ça se tient au Nikkei qui pour l'instant se tient très très bien. La grande question étant, est-ce que c'est
Est-ce que c'est du pipeau? Est-ce que tout simplement il va se péter la gueule comme ses potes, mais juste avec quelques jours de retard? Ou est-ce qu'au contraire, cette très bonne tenue du Nikkei, et c'est elle qui va sauver les autres indices? C'est vraiment la question à laquelle il va falloir répondre dans les prochains jours. Donc, tout comme je vous invitais avant, pendant un long moment, à regarder et à chercher les informations de manière rationnelle, comme le fait la Smart Money, sur des spread charts, ou en tout cas sur des informations de type dérivé, et d'utiliser des effets de corrélation, il me semble que celui-ci a très très bien fonctionné, et qu'aujourd'hui il est plutôt en zone d'hésitation. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, l'attention de la Smart Money pour essayer d'orienter la future direction des indices se porte plutôt sur le Nikkei. Ainsi, je vous invite à le regarder très attentivement dans les prochains jours, ce petit coco, parce que c'est probablement lui qui nous donnera les réponses qu'on cherche. En tout cas, tenez un suivi de ce marché-là sur les UT horaires et 4 heures. Attendez évidemment les breakouts qui se mettent en place. N'oubliez pas que ce qu'on a dit en daily, on peut très bien avoir une sortie haussière suivie d'une réintégration, puis d'une sortie baissière. Donc faites attention à ne pas dire le marché nous donnera la réponse. Mais les breakouts du Nikkei nous donneront probablement des informations qu'à coup sûr la Smart Money regarde également. Voilà un petit peu le topic du jour. Donc pour l'instant on est toujours paumé. Je retourne rapidos sur notre ami le S&P 500 pour faire le point. On est toujours dans ces ranges baissiers, hein, c'est-à-dire que des structures de consolidation baissière, c'est pas hyper bandant, mais c'est surtout hier on a identifié une structure avec ceux qui étaient dans la salle de live, ce qui m'a donc valu ici une très belle vente tout en haut hier qui est aujourd'hui à break-even et qui attend sagement, mais le principe étant donc une structure pas très bandante, en tout cas qui, si elle se valide, n'annonce rien de bien fumant pour le S&P 500, mais bien de retenir cette structure qui est une structure avec deux vagues équivalentes en taille et en durée, a priori à peu près, et une structure d'overlap, c'est-à-dire que le retournement d'hier se produit sur une zone qui n'est pas très bandante pour le S&P 500 et qui laisserait à penser que ces structures un peu molles qu'on a vues ces derniers jours et que j'avais noté avec vous en vous disant je comprends pas trop pourquoi on traîne autant la patte, elle me laisse à penser que on se dirige vers des vagues 5 étendues, c'est-à-dire les structures les plus chiantes à trader, parce qu'on a l'impression justement que la tendance traîne la patte au début, on ne comprend pas pourquoi ça ne veut pas partir, parce que la structure classique d'un marché, c'est celle-ci, hein, la vague 3 est généralement la vague étendue, donc on accumule, on prépare, on finit le range, on fait des troisièmes bornes, ça passe, ici on accumule un petit peu, arrivent les breakouts, puis les phases de divergence, les pullbacks, etc. Toutes les structures que vous connaissez, les structures que je vous apprends, celles qui sont encore une fois pas en explication de ce qui se passe à chaque fois dans le marché, mais qui sont les structures de tendance les plus probables, en tout cas sur les actions. Mais là, on voit que voilà, il y a des cas de figure, et il y a d'ailleurs d'autres actifs sur lesquels les vagues 5 étendues sont des structures beaucoup plus courantes. Par exemple, sur les métaux précieux, sur les commodities en général, ces vagues 5 étendues qui ne se produisent pas du tout de la même façon. C'est-à-dire qu'au lieu de créer les breakouts et les sentiments tendanciels dans la troisième vague d'un cycle en 5 vagues, la vague 5 étendue, c'est l'inverse. Il se fait la vague étendue, dans le 5e cycle, les breakouts se réalisent ici, et dans la phase terminale de la tendance, qui a d'ailleurs une fâcheuse tendance à généralement se retourner en V-bottom. Donc, ici, on a la potentialité de voir éventuellement ce type de structure sur le S&P 500. Ce qui m'invite encore une fois à penser que, attention, mais si le Nikkei venait à rompre par le bas, il est possible qu'en fait, ses collègues aient préparé des structures qui laissent également, elles aussi, l'étendue des dégâts se prévaloir sur la fin du mouvement. Donc, en cas de sortie baissière du Nikkei, je pense qu'on aura un timing très intéressant à jouer où l'USD-Yen risque de se prendre une patate atomique en même temps que des supports majeurs pourraient être rompus sur les indices. Dans le cas où, évidemment, cette vague 5 étendue est bien le schéma de marché dans lequel nous sommes. C'est la seule nouveauté que moi j'ai depuis hier. On avait bien travaillé cette zone de façon spéculative avec tout le monde en live dans la salle. Elle a réagi, et elle a réagi très fortement puisqu'elle a immédiatement rompu la médiane du range précédent, ce qui est donc un signal de faiblesse très fort. Maintenant, le but ce matin, normalement, c'est de revenir tester ce prix, d'accord ? Peut-être le déborder un petit peu, mais normalement, tant qu'on ne revient pas mettre ça en question, les pressions sont très, très, très baissières sur le S&P 500 parce que cette pattern, tant qu'elle reste active, met énormément de pression sur les prix et tout le monde a vu ces trendlines. Tout retour ici risque de catalyser avec beaucoup de probabilité la rupture baissière de ces supports. Et derrière, des accélérations assez brutales, donc de la volatilité, etc. On l'a vu sur le VIX, toutes les structures sont préparées. Encore une fois, c'est pas parce que les planètes commencent à s'aligner que ça va forcément se produire. Mais il faut bien comprendre que pour ma part, les planètes s'alignent de plus en plus vers effectivement un choc de volatilité un petit peu plus fort. Maintenant, je pense qu'à la suite de ce choc, des achats très intéressants peuvent se produire. C'est celui dont je vous ai parlé hier aussi. À mon sens, une accélération baissière assez catalysée sur certaines valeurs
pourrait proposer, je pense, des achats assez intéressants dans les semaines à venir. Encore faut-il que ce choc de volatilité se produise. Pour l'instant, tout ceci reste spéculatif. Vos expositions doivent également l'être. Et ça ne veut pas dire que les acheteurs ont perdu. Pour l'instant, nous sommes toujours sur ces zones de support. Si les acheteurs parviennent à rebondir et à invalider le signal d'hier, eh bien, il se passe quoi? On retourne à nouveau dans un range en canal et on ira très probablement rapidement tester la partie haute. La sortie haussière de ce canal, par contre, conditionnera la fin des mouvements vendeurs. Ok. En attendant, donc vous savez toutes les zones techniques et spéculatives à suivre. Pour les acheteurs, c'est achat ici, objectif casser la zone vendeuse intermédiaire, venir récupérer les stop-loss de ceux qui se sont positionnés vendeurs hier et obtenir la rupture haussière du canal. Tout simplement, vous le tracez en parallèle de cette ligne-là, à ces sommets-là. Il vous faut sortir de ça par le haut pour récupérer les invalidations des vendeurs. L'endroit où, personnellement, également, je pense déclencher la plupart des invalidations, récupérer peut-être quelques gains, quand même, mais en tout cas couper la majeure partie des positions en cours sur ces zones-là. Voilà. Évidemment, pour les vendeurs, l'objectif c'est de maintenir la pression, maintenir l'accumulation au plus proche du support jusqu'à ce qu'on trouve le timing pour le faire céder. Voilà. C'est à peu près tout pour aujourd'hui. Donc pour l'instant, restons toujours sur des ranges, d'accord, mais des ranges qui restent pour mon sens toujours avec des probabilités de sortie baissière tant que les pressions se maintiennent en ce sens-là. Donc pour moi, toujours recherche de petits renforts en intraday, sans prendre trop de risques, en respectant bien ces règles, en tradant pas n'importe comment, on ne traite pas une conviction, on traite des contextes en faveur de cette condition. Rappelez-vous ce que je vous ai dit en introduction. Ayez un sens de trading. Arrêtez de faire la girouette à dire « Ah bah aujourd'hui j'achète, aujourd'hui je vends, aujourd'hui j'achète, aujourd'hui je vends ». Ayez un billet que vous favorisez, qui ne vous empêche pas de couvrir dans un sens opposé, c'est-à-dire d'être vendeur et de prendre des petits achats éventuellement, mais ça c'est une stratégie plutôt réservée, expérimentée, et on fera une vidéo là-dessus. Mais essayez plutôt donc, pour la simplicité dans votre cerveau, évitez que tout se mélange, de favoriser un biais. Et à partir de là, sortez de votre tête ces notions très débutantes qui reviennent à dire j'ai tort ou j'ai raison, ou j'ai tort ou j'ai machin. Voilà. Dites-vous juste, il faut faire un choix et il faut s'y tenir et c'est ça qui est extrêmement important dans le trading. Pas de chercher à avoir raison, mais vraiment de chercher au contraire à stabiliser et rationaliser sa pensée. En fait, vous devez chercher à optimiser vos entrées dans le sens que vous avez choisi et non pas chercher à avoir raison. Sur ces doux mots, on passe en conclusion très rapidement et ensuite on se laisse. Bon, là, de toute façon, très clairement, j'ai déjà un peu fait la conclusion juste avant. En tout cas, c'était le message que je souhaitais vous envoyer aujourd'hui. Arrêtez ces biais de validité, invalidité, est-ce que j'ai raison, est-ce que j'ai tort? Simplement pensez optimisation de l'entrée. Là, ce matin, on ouvre sur des zones de support. C'est pas des zones d'action pour les vendeurs, ou alors ce sont des zones de gestion du risque. Très clairement, le trade qu'on a pris hier, ce matin, il est sur son objectif. Donc, vous faites une gestion du risque en fonction de votre sensibilité au risque. Soit vous vous dites, moi je pense qu'il y aura plus de baisse, donc je fais une petite gestion du risque, 25%, etc. Soit cas le plus agressif, je fais rien du tout. Soit vous vous dites, ah, je sais pas trop, j'aime pas ces machins, je prends tous mes profits et puis je me repositionnerai éventuellement. À terme, de toute façon, pour l'instant, on est toujours dans des ranges, donc en soi, toutes ces décisions sont bonnes. La question étant juste, quand vous arrivez sur des timings acheteurs, il ne faut pas réaliser des options vendeuses. Okay, la seule stratégie qui permet de vendre un support, c'est le breakout. Et pour l'instant, rien ne semble favoriser le breakout. On se dirigerait potentiellement vers ça, mais encore beaucoup d'étapes sont à mettre en place. En tout cas, tant qu'on reste sous les schémas potentiels de vague 5 étendus, ça reste punchy pour les indices américains, mais attention encore une fois, c'est pas parce qu'une structure est potentielle qu'elle est active. En soi, la vague 5 étendue n'existera qu'à la rupture baissière et l'accélération sous le canal qu'on a tracé tout à l'heure. Pour l'instant, on est dedans, attention à pas vendre des supports. Voilà. Pour les vendeurs, ça se fait sur repli dans des contextes qui permettent de le faire. Pour les acheteurs, ça se fait ici ce matin. Il y avait des achats pour les acheteurs, il n'y a aucun problème là-dessus. C'est juste choisissez un camp. Arrêtez de faire achat-vente, ça peut se faire, mais ça nécessite une très bonne maîtrise de votre psychologie et une très bonne compréhension des mouvements de marché, ce qui n'est clairement pas le cas de la plupart d'entre vous. Donc, si vous vous mettez un high level dans votre trading, en plus du risque déjà existant et de la difficulté de naviguer ces marchés, vu tous les facteurs externes qui influent dedans, autant vous dire que c'est vraiment mettre un niveau de handicap bien au-dessus de ce que vous pouvez supporter. C'est pas le but. Pour vous, le but, encore une fois, ça doit être de progresser vers un trading plus profitable, plus responsable, mieux géré que j'y vais au pifomètre parce que je sens le truc, quoi. Voilà. Donc, ça sera tout pour aujourd'hui. On se calme, attendez vos timings, respectez vos plans de trading, cherchez pas à avoir tort, raison. Voilà le message de la journée. Bye bye!